Merci beaucoup. Alors après ces propos rassurants du cardiologue, nous allons faire appel à la psychologue. Nous accueillons Aude Brault, qui est psychologue clinicienne, qui est doctorante, ou peut-être docteur maintenant ? Docteur en philosophie de la santé, qui travaille au laboratoire de psychologie de l'Université de Bordeaux. Elle a beaucoup travaillé sur les comportements d'alcool chez les jeunes. Elle a travaillé sur les relations entre vin et sport. Vous avez écrit un article il y a 2 ans qui s'appelle « Le sport est-il un facteur de protection ou d'exposition au risque d'alcool ?» puis dans la revue du praticien. Donc finalement, dans votre intervention qui s'appelle « Pratiques sportives et alcool », notre question c'est est-ce qu'il y a protection ou au contraire exposition lorsqu'on est un sportif ? Est-ce que c'est différent lorsqu'on pratique un sport collectif ou un sport individuel ? Est-ce que c'est différent si on pratique le sport avec grande intensité ou faiblement finalement ? Est-ce que la population sportive est plus vulnérable que la population en général? C'est ça. Donc avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs pour cette opportunité. Donc tout d'abord, afin de caractériser la consommation d'alcool, nous pouvons utiliser la définition qui est commune à l'ensemble des substances psychoactives et qui part d'un continuum allant de l'abstinence au mésusage qui comprend l'usage à risque, l'usage nocif et la dépendance. Les différents niveaux sont représentés par la pyramide de Skinner et au cours de leur vie, les individus peuvent passer de l'un à l'autre. Cette présentation va se centrer sur le mésusage de l'alcool, dont la prévention a notamment lieu grâce à une meilleure identification de celui-ci. Pour y parvenir, les sujets sont invités à remplir des outils de dépistage ou à respecter des recommandations afin d'éviter de subir les conséquences négatives de leur consommation. Le débat sur la quantité d'alcool à atteindre pour présenter une consommation à risque revient régulièrement. Or, dans les faits, aucune limite précise ne peut être établie entre une consommation sans risque et une consommation dangereuse. Pour pallier à ce problème de manque de repères, certains outils ont été développés et permettent de mesurer l'alcoolodépendance, comme la version française du DETA pour diminuer entourage trop alcool, ou la consommation d'alcool dangereuse, comme l'Alcohol Use Disorder Identification Test, qui possède un score seuil au-delà duquel la consommation d'alcool peut être considérée comme problématique. Aussi, de nombreuses publications internationales citent comme recommandation les repères de l'Organisation mondiale de la santé et les ont mis à disposition du grand public. Vous les connaissez sûrement, il s'agit pour les femmes de consommer au maximum 2 verres standards par jour et pour les hommes 3 verres. Un verre standard comprend 1 unité d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool pur. Aussi, il est conseillé de ne pas consommer plus de 4 verres par occasion, quel que soit le sexe, et d'avoir 1 jour d'abstinence par semaine. Donc, ces repères ont été validés en France par la Haute Autorité de Santé et la Société française d'alcoolologie. En 2017, la Santé publique France et l'Institut national du cancer ont mis en évidence de nouveaux repères plus précis et qui ont du coup comme quantité 2 verres par jour et 10 verres par semaine, quel que soit le sexe, avec 2 jours d'abstinence par semaine. Le baromètre santé 2017 de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour la première fois évalué ces nouveaux repères et montre que parmi les 18-75 ans, 24% dépassent au moins une de ces dimensions et 4% les dépassent toutes, majoritairement les hommes. Il est important de noter que la consommation d'alcool diffère selon la tranche d'âge évaluée. Ainsi, ces dernières années, la consommation quotidienne qui caractérise les individus plus âgés a diminué au profit d'une consommation moins fréquente, mais en quantité plus importante. Ainsi, la consommation d'alcool est un comportement de santé qui considère un contexte et une population donnée. Chez les jeunes, une forme spécifique d'alcoolisation excessive est apparue et a nécessité des critères afin de pouvoir la caractériser. Il s'agit du binge drinking. Il consiste à boire rapidement plusieurs verres d'alcool en une même occasion dans une perspective de défonce. En France, il s'agit d'une consommation d'au moins 5 verres standards pour les hommes et 4 pour les femmes sur une même période qui comprend un intervalle de temps d'environ 2 heures. Par la suite, de nouvelles appellations sont venues considérer des formes spécifiques de binge drinking. C'est le cas notamment de l'extreme drinking, qui est défini comme une ingestion rapide d'au moins 10 verres pour les hommes et 8 pour les femmes, le préloading qui consiste à boire avant de sortir en soirée, ou encore les jeux à boire.
Après ces quelques notions, nous allons maintenant aborder le paradoxe que représente la consommation d'alcool chez les sportifs. À ce sujet, la Société française d'alcoolologie avait organisé il y a 3 ans une journée spécifique portant sur cette thématique. Et un état des lieux avait été fait tant du point de vue médical que biologique. Ces données ont été reprises dans un article publié dans la Revue du praticien et pour laquelle les aspects psychologiques ont rarement été abordés. Pendant longtemps, le sport est apparu dans notre société comme une activité positive, engendrant des bienfaits au niveau psychique, comme la détente, mais également au niveau physique, car il est considéré comme bon pour la santé, notamment au niveau cardiovasculaire. Cependant, depuis quelques années, les journaux s'apparaissent des alcoolisations comme étant un comportement de santé problématique. Ainsi, 9% des sportifs de haut niveau rapportent un comportement pathologique lié à l'alcool. Les mentalités semblent être en train de changer et les dérives occasionnées apparaissent de plus en plus régulièrement, allant jusqu'à des sanctions disciplinaires affligées à ceux qui ont consommé dans des contextes non appropriés. La plupart des recherches dans ce domaine ont porté sur les étudiants sportifs qui ont une consommation supérieure par rapport à leurs pairs non sportifs. Le tableau reprend les 3 grandes études américaines régulièrement citées comme référence. Ainsi, les étudiants sportifs consomment environ 2 fois plus de verres par semaine que leurs pairs non sportifs et sont en moyenne 16% de plus à vivre un épisode de binge drinking. En France, afin de montrer l'ampleur de ce phénomène, une de nos recherches conclut que les étudiants sportifs sont 92% à avoir consommé de l'alcool et 56% à avoir expérimenté au moins un épisode de binge drinking durant le dernier mois. Concernant le mésusage de cette substance, des études soulèvent un taux de 80 à 87% d'étudiants sportifs consommateurs à risque. Cette situation paradoxale amène les sportifs à représenter une population vulnérable vis-à-vis des conséquences de la consommation d'alcool. Ainsi, les étudiants sportifs sont 68% à avoir rencontré des épisodes de gueule de bois, contre 56% pour les non-sportifs. Ils sont également 37% à avoir conduit en état d'ivresse, contre 30% pour les non-sportifs. Il existe également une diminution de la performance liée à une diminution du travail musculaire ou encore une augmentation du nombre de blessures qui double dès lors que la personne consomme de l'alcool 1 fois par semaine. De plus, cette baisse de résultats peut mener à une suspension ou à un retrait de l'équipe. Au-delà de ce constat général, il est important de prendre en compte les spécificités de chaque sportif. En effet, il existe des distinctions entre les alcoolisations au sein de cette population en fonction des caractéristiques démographiques. La première caractéristique utilisée pour les différencier est le genre. À ce sujet, un consensus semble avoir été trouvé et les sportifs masculins consomment de manière plus intensive que les sportives. Par exemple, le nombre de verres par mois est de 14 pour les femmes contre 26 pour les hommes. Cette plus grande consommation des hommes par rapport aux femmes apparaît également chez les élites. Aussi, il existe des différences selon l'intensité de pratique, qui peut se caractériser par le temps consacré par un individu à son sport, en termes de volume horaire. Ainsi, la pratique régulière d'un sport individuel ou collectif est corrélée à un usage répété d'alcool. Afin de représenter ce phénomène, Choquet et Hassler ont émis l'hypothèse de l'existence d'une courbe en U entre la durée hebdomadaire de pratique et la consommation d'alcool. Ils ont observé une augmentation de la consommation problématique d'alcool en parallèle à celle de l'intensité de pratique. D'autres chercheurs trouvent une consommation plus excessive chez les sportifs intensifs et concluent à l'existence d'une courbe en forme de J. Pour ces auteurs, la pratique est considérée comme modérée entre 3 et 7 heures par semaine et intensive pour 8 heures et plus par semaine. Une autre manière de caractériser l'intensité de pratique est de prendre en compte le niveau de pratique. Les études réalisées par la National Collegiate Athletic Association, qui organise les championnats sportifs de nombreuses universités américaines, permettent d'établir un constat. Les athlètes de la division la plus élevée semblent consommer moins souvent, mais de manière plus intensive. La dernière caractéristique démographique est la discipline. Cette variable est régulièrement définie en 2 catégories, individuelle ou collective, et une plus grande consommation a été établie pour les sportifs collectifs, y compris pour les consommations excessives. Ainsi, 90% des sportifs collectifs sont considérés comme consommateurs à risque, contre 76% des sportifs individuels. Pour détailler davantage cette hétérogénéité des disciplines, des études ont analysé les différences de consommation selon le sport.
2 études menées auprès d'étudiants sportifs montrent que les participants en sport collectif, comme le football, le rugby et le basketball, présentent davantage de consommation d'alcool à risque que ceux issus de sports individuels, comme la natation et les sports de raquettes. Ces études ont été réalisées hors contexte français. Une de nos recherches a montré que ce sont les sportifs collectifs qui consomment le plus, notamment de football par rapport aux sports individuels comme la danse, la course et le badminton. Outre ces critères démographiques, les déterminants à l'origine du comportement permettent d'expliquer la consommation plus importante de la part de cette population. Nous pouvons parler d'abord de l'identité, car chaque discipline se réfère à son propre domaine. Ceci peut être expliqué par la théorie de l'identité sociale de Tajfel, qui considère la notion d'identité collective. Ainsi, lorsque les individus s'identifient et s'évaluent en termes d'appartenance à une équipe, 2 processus interviennent, la catégorisation et la similarité. La catégorisation accentue la différence entre le groupe et le hors-groupe, alors que la similarité augmente la ressemblance entre soi et les autres membres du groupe. Des auteurs mettent également en avant le concept d'identité sportive comme étant le degré auquel les individus s'identifient à leur rôle d'athlète. Ainsi, les étudiants qui s'identifient plus au groupe athlète ont davantage d'épisodes de binge-drinking. Pour les joueurs, l'action de boire en équipe devient alors un indicateur de l'engagement dans le groupe. Nous pouvons également parler de la culture sportive, pour laquelle il intervient une valorisation de la consommation d'alcool, notamment au travers des notions de dépassement de soi et du fait de battre les adversaires sur un autre terrain. L'alcool vient également promouvoir la camaraderie et la cohésion, comme lors des célébrations en équipe après les matchs. De plus, la culture sportive renvoie à des valeurs de résistance physique et de virilité, davantage marquées dans certains sports où les individus doivent être capables de tenir l'alcool. Cette capacité devient une qualité requise pour faire partie de l'équipe au même titre que de pouvoir défendre face aux adversaires lors des matchs. La consommation d'une telle substance occupe une place prépondérante dans l'aspect social des événements sportifs. D'ailleurs, certains distributeurs de bière ont été engagés en tant que sponsors. La persistance de cette tradition culturelle d'associer l'alcool et l'engagement dans le sport suggère que malgré les risques encourus, les individus soutiennent ce type de consommation. Au-delà de la culture, un ensemble de situations implique des consommations plus importantes. Si la consommation d'alcool a souvent été réduite à la dimension descriptive du comportement en termes de quantité ou d'intensité, elle comporte également une dimension environnementale car elle s'effectue en contexte social. Le sport est ainsi générateur de nombreux contextes que l'on peut reprendre au travers de 3 questions, quand, où et avec qui permettent une meilleure compréhension des circonstances d'apparition des alcoolisations. Dans un premier temps, les contextes de consommation impliquent une temporalité. En effet, il a été démontré que dans les recherches, les sportifs en saison consomment de manière plus faible que les sportifs hors saison, car moins de performances athlétiques sont demandées. Un élément important et moins souvent pris en compte est le déroulement de ces alcoolisations après un match ou un entraînement. Ensuite, les contextes de consommation nécessitent des lieux. Chez les étudiants, la consommation est centrée sur l'intégration à l'équipe et a régulièrement lieu dans un bar favori ou un clubhouse. Enfin, les contextes peuvent impliquer des personnes avec lesquelles partager cette consommation. Les consommations excessives sont liées avec le groupe de pairs. Les consommations après match sur le lieu de pratique et avec des coéquipiers rappellent un phénomène connu et auquel vous avez sûrement pensé en voyant le titre de cette présentation, la fameuse 3e mi-temps. Autre élément parmi les variables psychologiques, les motivations sportives à boire. Elles sont de 3 types. Le renforcement positif, qui correspond au fait de boire pour célébrer les victoires sportives. L'équipe groupe, où l'on boit pour s'intégrer et faire comme les coéquipiers. Et le coping lié au sport, où le fait de boire permet de mieux supporter le stress lié au sport. La motivation renforcement positif est celle qui est le plus liée aux consommations excessives d'alcool. Le dernier élément présenté aujourd'hui est la manière dont les sportifs jugent la consommation des autres. L'évaluation que les sportifs font de la consommation de leurs coéquipiers correspond à ce qu'ils pensent être la norme de leur pairs. Ainsi, ils ont tendance à la surestimer et à minimiser ou banaliser leurs propres alcoolisations.
Une de nos études montre que les rugbymen professionnels pensent que leurs coéquipiers consomment 2 fois plus de verre que eux et expérimentent 4 fois plus d'épisodes de binge drinking. De ce fait, ces consommations représentent un moyen pour les individus de se conformer à ce qui pensent être la norme de leurs coéquipiers. En conclusion, nous pouvons reprendre différents constats. Une première vérité tient au fait que les sportifs consomment beaucoup d'alcool, alors que cette activité est censée fournir une hygiène de vie saine. Ainsi, de nombreuses conséquences sont engendrées sur la pratique sportive. Aussi, certains sportifs sont plus touchés en fonction de leurs caractéristiques démographiques. C'est le cas notamment des sportifs de haut niveau, alors qu'il est attendu d'eux des performances importantes. Enfin, les sportifs pensent que les coéquipiers consomment plus que eux, ce qui a pour effet de banaliser ou de minimiser leurs propres alcoolisations. Tout cela pour dire que les sportifs ont conscience de cette problématique, mais qu'ils ont quand même recours à ce type de comportement. Suite à cette présentation, vous pouvez me demander comment faire pour limiter ces consommations. Des actions concrètes peuvent être menées et sont faciles à mettre en place, comme la distribution systématique en première année universitaire d'outils de dépistage d'une consommation à risque, mais aussi le fait d'intégrer au cursus sportif ou universitaire des interventions de prévention. Cela se fait déjà aux États-Unis et on observe une réduction importante du binge drinking. Il est important aussi de limiter le fait que les marques d'alcool puissent être des sponsors ou des organisateurs d'événements afin que le monde sportif puisse prendre ses distances vis-à-vis de cette substance. Enfin, on pourrait mettre en avant des actions de formation vis-à-vis de l'encadrement sportif, car ces personnes ont directement accès aux lieux et aux personnes concernées. Ainsi, malgré les paradoxes et les contradictions, la population sportive est vulnérable vis-à-vis de la consommation d'alcool et nécessite la mise en place d'une prévention particulière. Merci pour votre attention.